Bah, moi, je trouve que vous avez bien posé la question, c'est le grand flou. Parce qu'en fait, ça résume l'absurdistan à la française. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on change les règles et plus personne n'y comprend plus rien. On dit oui, les Français respectent mal le code de la route ou respectent mal les règles. Mais en même temps, les règles changent souvent. Je vais faire une petite illustration sur pourquoi est-ce qu'on marche complètement sur la tête. D'abord, il y a la question des kilomètres à l'heure. Donc, comme vous l'avez rappelé, en fonction des portions de route qui peuvent être justifiées, bah, vous changez de kilomètres à l'heure. Est-ce que c'est pas plus simple de se dire, voilà, on fait une règle générale, c'est les départements qui décident, ou sinon on fait une règle générale, on fait à peu près la même règle, on met la vitesse, on met 75, 80, qu'importe, on met ça partout pour simplifier aux gens une facilité de conduire en disant, bah, sur ce type de route, eh ben, on suit tel type de kilomètre en limitation de vitesse. L'autre point que moi je vois, c'est ensuite toutes les règles contradictoires qui ont été données aux automobilistes, comme le rappelait Philippe David. C'est-à-dire qu'on a dit aux conducteurs, ce qui est important, c'est de réguler la vitesse. Mais on n'a pas rappelé que ce qui cause le plus de décès, ce qui cause le plus, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants, c'est la conduite sous l'emprise d'alcool, c'est la conduite quand vous n'avez pas assez de sommeil. Donc, c'est des erreurs humaines plutôt que des questions d'excès de vitesse. L'autre point moi, que je vois, c'est l'ensemble des règles contradictoires qui ont été données aux automobilistes. On leur a dit pendant très longtemps, parce qu'on n'a pas de la crise des gilets jaunes, il faut rouler en diesel parce que l'essence, c'est pas bien, donc le diesel, c'est l'avenir commun. Ensuite, après, il y a un gouvernement qui leur a dit, bon, voilà, vous avez rien compris finalement, donc maintenant, on va arrêter le diesel, on va augmenter la fiscalité du carburant sur le diesel, maintenant, vous allez passer à l'essence. Mais comment on fait? Moi, je suis un ménage moyen, donc j'ai acheté une voiture à diesel, je peux pas changer de voiture tous les ans. Et là, maintenant qu'on leur a dit de consommer de l'essence, puis ensuite après du diesel, puis ensuite après de revenir à l'essence, on leur dit une nouvelle règle, on leur dit, voilà, maintenant, vous allez acheter la voiture électrique. Je dis, c'est fantastique, on va commencer à la voiture électrique. Et quand vous arrivez sur la voiture électrique, vous avez des trucs fantastiques. La France a un coût de production d'énergie qui n'est pas très cher. Par contre, on reste dans le marché européen de l'électricité avec des commerces qui ferment en raison de la montée des prix de l'électricité. Et on leur dit, achetez la voiture électrique, vous êtes des ménages de classe populaire, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture, vous êtes des ménages de classe intermédiaire, vous allez passer à la voiture électrique, les batteries sont chinoises, donc ça renforce notre dépendance à l'égard de la Chine, et ensuite on augmente les coûts d'électricité. Elles sont bientôt françaises, il faut le dire, mais effectivement. Pas assez en tout cas. Et une augmentation des coûts d'électricité, donc votre facture va exploser. Mais comment je fais, moi, si j'ai du mal à déjà remplir mon essence, comment je fais pour remplir une voiture électrique? Et après, c'est pas terminé. Si ça continue comme ça, eh ben on va leur expliquer en plus que sur les questions de production d'énergie, on va leur dire, vous inquiétez pas, sur l'énergie, on va tout régler, on arrête les centrales nucléaires, on ferme Fessenheim, et la première ministre actuelle leur dit sobriété énergétique, donc on leur dit passe à l'électrique, on va augmenter la consommation d'électricité, mais en même temps, on leur dit, c'est la magie du système, et ben limitez votre consommation d'électricité. Donc les Français n'y comprennent plus rien, et puis à la fin, ils se posent la question, est-ce que c'est le gouvernement, ou est-ce que c'est l'administration qui est stupide, ou est-ce que c'est eux qui le sont? Et ben ils se posent quand même la question si c'est pas les types d'en haut qui le sont. C'était la masterclass de William T. Alors, on va aller, je vais commencer par Marseille. Je crois que le ministre de l'Intérieur avait dit, et c'était un objectif tout à fait louable, de dire qu'il faut mener la guerre aux trafiquants de drogue. En tout cas, c'est la priorité numéro 1 du ministère de l'Intérieur. Seulement, lorsque vous regardez les politiques qui ont été menées, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Le fait de vouloir contraventionnaliser la consommation de drogue, etc., vont dans le bon sens. Seulement pour éradiquer le trafic de drogue, parce qu'on a laissé une amende forfaitaire de 150 €. Non, mais moi, on voit le prix, excusez-moi, du gramme de cocaïne ou autre, les gens qui se droguent dans notre pays rient bien d'une amende de 150 €, je l'imagine. Ça, vous avez raison. Mais non, vous ne pensez pas ça? Par contre, moi, je dis... ça s'est énormément démocratisé, l'usage de la cocaïne. Oui. C'est au même titre que la violence. Maintenant, c'est dans les villes moyennes, c'est dans les professions moyennes, etc. Donc, quand vous donnez 150 € d'amende à un consommateur c'est 2 grammes de cocaïne. Oui, mais enfin, c'est pas neutre. Il faut mettre 5 000. Mais vous mettez 5 000, je pense que c'est tout à fait différent. Vous y réfléchissez à 2 fois quand vous recevez l'amende. Bah justement, on y arrive au sujet. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes intentions, mais les solutions proposées ne sont pas efficaces. Si vous voulez lutter contre le trafic de drogue, il y a à peu près 3-4 sujets essentiels. Le premier, c'est de reprendre le contrôle de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, où c'est pas la loi de la République française qui s'applique, c'est la loi des caïds et la loi des gangs. C'est eux qui gèrent qui a le droit de venir, qui a le droit de faire du commerce, est-ce que les forces de l'ordre ont le droit de rentrer ou pas, ou même les autorités de l'État, c'est-à-dire qu'il y a une checkpoint dans certains quartiers comme les quartiers nord et d'autres quartiers c'est pas des quartiers de non-droit d'ailleurs. L'autre point, c'est de faire en sorte que la provenance ne vienne pas, notamment, est-ce qu'il faut mettre en place des sanctions économiques, diplomatiques contre certains pays, le Maroc et les pays d'Amérique du Sud. Je pense que ça doit être un sujet. Mais là, vous êtes en train de dire que ce sont ces pays-là qui organisent le trafic de drogue. L'autre point essentiel, c'est de mettre ensemble, comme aux États-Unis l'ont fait contre Pablo Escobar et contre les trafiquants de drogue, les moyens de la police et de la justice ensemble, avec un parquet spécialisé qui est doté de moyens exceptionnels pour pouvoir le faire. Et actuellement, sur les 3 sujets que moi je vois clés pour lutter contre le trafic de drogue, il n'y a aucune des 3 réponses qui n'est prise pour l'instant. On débat de rectifier le tir, enfin bref. Il y a une course au sein des différents partis qui composent la NUPES à qui sera le plus islamo-gauchiste et qui sera malheureusement le plus antisémitiste, parce que même si c'est triste à dire, l'islamo-gauchisme rit souvent avec l'antisémitisme de fait, en raison des rapports conflictuels qu'on a connus, notamment au Moyen-Orient. Le point qu'on doit se poser,
avec ces partis de gauche. Et les partis de gauche doivent se poser ce type de questions. Est-ce que pour eux, ils peuvent rester très longtemps au-delà et en contradiction avec les valeurs historiques qu'a portées la gauche? La gauche s'est fait connaître en raison des principes portés sur l'universalisme. La gauche s'est fait connaître notamment en co-construisant la loi de laïcité de 1905. Est-ce que vous pouvez penser que c'est compatible, notamment, de porter des positions tellement communautaires qui sont incompatibles avec la loi de 1905 et incompatibles avec la loi de laïcité? Est-ce que c'est compatible lorsque vous avez milité pour SOS Racisme dans les années 80 pour dire « touche pas à mon pote », que maintenant, vous pouvez discriminer une autre partie de la population, notamment sur l'antisémitisme? Est-ce que c'est compatible de faire une guerre, soi-disant, contre l'extrême droite en rapport avec ce qu'on a connu contre la Seconde Guerre mondiale en raison de la politique nazie d'Adolf Hitler, et ensuite après de dire que c'est bien maintenant de promouvoir l'antisémitisme de fait en disant à Médine, si par cas il admet que c'est antisémite, ses propos sont antisémites, il a le droit de venir à l'université d'été. Je pense que la gauche perd son âme. Il est temps que quelqu'un la réveille, mais malheureusement, ce ne seront pas les dirigeants qui la font, trop préoccupés par une course à l'islamo-gauchisme, des polémiques sur le barbecue, la masculinité toxique et les toilettes non genrées. On va instaurer la violence avec les manifestants. On a l'impression qu'elle n'était pas aux manifestations interdites de Sainte-Soline, soit elle y était et visiblement elle n'a pas très bien compris ce qui était en train de se passer. On comprend pourquoi ils veulent légaliser les salles de shoot en fait, on comprend très bien. Moi je pense qu'on est sympathique avec eux, mais il faut dire la vérité, ce sont des pauvres types. Voilà, il faut expliquer pourquoi ce sont des pauvres types. Non mais je vais expliquer, oui. Pourquoi ce sont des pauvres types. Ces propos vous appartiennent quand même. Ça m'appartient, moi je pense que ce sont des escrocs de premier plan et ils accaparent la question de l'écologie pour avancer un agenda anticapitaliste et anarchique. Et je vais expliquer pourquoi. Si vous prenez en compte la capacité des escrologistes à faire avancer des mauvais thèmes, on a imposé ce qu'on appelle une fiscalité environnementale depuis une trentaine d'années qui rapporte à peu près entre 50 et 70 milliards d'euros par an. Est-ce que ça a permis, cette fiscalité environnementale, à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? Ce qui a permis de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la responsabilité des gens et notre capacité nucléaire depuis le protocole de Kyoto. C'est-à-dire que la France émet moins d'émissions de gaz à effet de serre depuis à peu près 20 ans. L'autre point, c'est l'impact qu'ils ont sur la société que je trouve néfaste. Et je vais expliquer sur 2 exemples précis. Au sein des grandes écoles d'ingénieurs, maintenant vous avez des mouvements écologistes qui incriminent et qui culpabilisent les gens qui voudraient travailler soit pour les secteurs industriels, soit pour le secteur du nucléaire, alors que nous avons besoin, dans le plan annoncé par Emmanuel Macron, de reconstruire des EPR. Lorsque vous êtes jeune et que vous voulez participer dans le nucléaire, vous êtes affiché, vous avez des gens qui vous obligent, notamment à vous mettre une pression morale, à ne pas aller dans ce type de secteur en culpabilisant. C'est le cas de la présidente d'une association HEC qui fait le cas. C'est le cas également des tribunes à Centrale, à Polytechnique et dans l'ensemble des grandes écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'ils détournent une grande partie de nos forces productives qui pourraient être vitales pour le grand sursaut français à des activités peu commodes. Et enfin, ils ont un impact sur les jeunes populations. Parce que lorsque vous prenez des jeunes qui maintenant dédient leur vie en disant « je ne vais pas faire d'enfants pour des raisons écologiques, je vais changer mon mode de comportement pour des raisons écologiques, en se sacrifiant, je vais changer d'alimentation, quitte à en mourir pour des raisons écologiques ». Et en plus, ils accaparent une partie des gens qui sont un peu perdus en les obligeant à porter un gilet orange pour bloquer des autoroutes. Je me mets à la place de beaucoup de parents. Je pense que beaucoup de gens se disent que ce sont des dangers, qu'il faut les combattre idéologiquement, politiquement, pour faire en sorte qu'ils ne causent plus de grandes nuisances à la population française, comme c'est le cas depuis 40 ans. Je trouve qu'il y a 2 points. On parle du réchauffement climatique et vous avez parlé également du dérèglement climatique qui oblige les pouvoirs publics à agir. Sur le réchauffement climatique, il faut des investissements qui soient conséquents pour limiter et faire la transition, on appelle la transition énergétique pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Sur les effets du dérèglement climatique, les pouvoirs publics peuvent agir plus rapidement, dans la mesure où on peut organiser notre espace pour faire face au dérèglement climatique, forte extrême chaleur, catastrophes naturelles, incendies plus récurrents, etc. L'autre point que vous évoquez dans ce sujet, c'est la question des villes. Moi, je pense qu'il y a 2 sujets intéressants. Avec la crise sanitaire, on a vu que beaucoup de personnes voulaient quitter les villes pour avoir des endroits et se concentrer sur le bien-être, avec des espaces verts, etc. Donc il y a 2 questions qui se posent. Est-ce qu'on désengorge les métropoles pour inciter une partie de la population à partir des territoires périphériques et dans les territoires ruraux, c'est-à-dire reconstruire vers ce qu'on appelle un plan d'aménagement du territoire pour faire en sorte que les villes de taille moyenne, les villes urbaines de province soient attractives? Et l'autre point, c'est comment reconstruire les villes de métropole pour qu'elles soient compatibles avec les effets du dérèglement climatique, que ce soit en termes d'espaces verts, en termes de bâtiments. Ça supposera une grande vision, un plan à long terme. Je pense que ça peut transcender et rassembler les personnalités politiques et les clivages politiques, et ça peut être un projet intéressant pour le siècle à venir, pour essayer d'imaginer la France de 2100 ou la France de 2050. Il vient rogner jour après jour un peu plus le panier des ménages. Oui, effectivement, moi je vois 2 choses essentielles. La première, c'est que les enfants
n'ont pas été épargnés par la crise sanitaire. Et déjà, on a une génération qui est plutôt une génération sacrifiée dans la mesure où elle a dû faire court dans des conditions qui sont difficiles. Ouais. Et la France en est mieux sortie que d'autres pays. Il faut quand même le souligner, ça a été montré par les différentes enquêtes. Mais seulement, il faut donc leur donner un coup de pouce supplémentaire pour qu'ils rattrapent leur retard par rapport aux générations qui sont arrivées avant eux. Et donc le point essentiel, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des enfants en difficulté, alors que tous les sujets sont connexes. Vous avez un sujet dans les émeutes, vous avez un sujet d'éducation, vous avez un sujet de décivilisation du pays, et donc il faut mettre le paquet sur l'éducation. Moi, je pense que donc, par conséquent, il faudrait faire en sorte que les enfants, notamment cette génération, soient épargnés pour transformer une génération sacrifiée en génération de bâtisseurs. On voit bien, notamment avec le sujet que vous avez mentionné précédemment, que la France s'est connue pendant 1000 ans pour la grandeur de ses réalisations, la grandeur de son esprit. Donc, si on veut connaître pour nos réalisations, pour nos innovations technologiques, nos conquêtes et nos grandes réalisations, il faut que les enfants soient capables de le faire, alors qu'actuellement, on a une génération sacrifiée. Le deuxième point que je vois, c'est la question de la politique familiale. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la France s'est démarquée par rapport aux autres pays par un taux de natalité qui était très élevé et un soutien massif au soutien à la natalité. Or, cette politique de natalité a été remise en cause par François Hollande qui a massacré notre politique familiale, auquel on a vu, au bout d'une seule année, une chute massive de notre politique de natalité. Or, nous avons besoin de natalité, non seulement pour financer le vieillissement de la population, pour financer notre régime des retraites et surtout financer notre redressement économique. Je pense qu'il faut par conséquent revenir sur l'universalité des allocations familiales et les revaloriser. Est-ce que 500 €, c'est suffisant ? Je pense qu'on pourrait se permettre de passer à 800 ou 1000. On dirait que c'est un coût budgétaire qui est important, mais le coût de l'éducation vous coûtera plus cher si les gens ne sont mal scolarisés à long terme plutôt que leur donner de l'argent dès le début. Et avec peut-être brièvement, William T, sur ce convoi de l'eau. S'ils manifestent comme ça, ils ont le droit de le faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les débordements vont être conséquents parce qu'à chaque fois où ils passent, l'écologie trépasse et les forces de l'ordre trépassent aussi. Parce qu'à chaque point d'affrontement, c'est pas uniquement des petits écologistes. Non, on trouve qu'ils sont sympathiques, etc. parce qu'ils sentent mauvais, qu'ils ont des moustaches, un peu comme José Bové qui casse des McDonald's. Seulement, il faut quand même le dire, et Gérald Darmanin l'avait rappelé lors de la dissolution des Soulèvements de la Terre, la plupart d'entre eux ressemblent davantage à des éco-terroristes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Là, vous avez trouvé une bonne image. Mais à chaque fois qu'il y a un affrontement avec les forces de l'ordre, on parle de gens qui, à Sainte-Soline, étaient venus avec des haches, avec des machettes, des jets de projectiles, des bouts de caisse et des cocktails Molotov. Donc, contrairement à ce qu'on dit, ces personnes-là, certes, se battent pour une cause qui est plus grande qu'eux et c'est tout à fait louable. Seulement, ils viennent quand même en découdre pour les forces de l'ordre. Ils attisent une haine anti-flic et seulement, ils provoquent des dégradations à la fois de biens vis-à-vis des agriculteurs, là où ils passent également. Et ils s'attaquent quand même à des personnes. Donc, évidemment, manifester pour l'écologie, c'est bien. Détruire les biens des autres, c'est beaucoup moins bien. Et je pense que Gérald Darmanin, au-delà du cas de la dissolution des Soulèvements de la Terre, devrait interroger et lancer le parquet pour des enquêtes antiterroristes contre ces personnes-là qui dégradent et qui remplissent parfaitement les conditions de définition internationale et nationale du terrorisme.